Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces rencontres mutuelles MGEN sur le thème de la fin de vie. Quelle est la législation en matière de fin de vie? Quels sont nos droits dans ce domaine? Quelle est la réalité du terrain en fonction de l'endroit où on se trouve? Quelles sont les démarches à effectuer et comment se faire accompagner? Bien, sur ce plateau, accompagné de nos spécialistes, nous répondrons à ces questions. Je suis Antoine Delaunay, je suis président de la section MGEN de Seine-Maritime. Je suis très heureux de co-animer cette soirée avec Geneviève Moisseron, la présidente de la section MGEN de l'Orne. Je suis président de l'association des soins palliatifs de l'Orne, dont on parlera tout à l'heure, depuis une dizaine d'années. Je suis le docteur Silva. Je travaille en l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital d'Alençon. Moi, je suis l'infirmière de l'équipe mobile de l'hôpital d'Alençon, du CHICAM. Voilà, donc bonjour à tous. Donc oui, voilà, je suis donc Loïse, la psychologue de l'équipe mobile de soins palliatifs. Quel est le rôle de l'association de soins palliatifs dans l'accompagnement de personnes en soins palliatifs? Justement, c'est de rencontre avec ces personnes qui sont en soins palliatifs. C'est une écoute et une intervention par une personne qui n'est pas de le monde médical, donc un peu une tierce personne, puisqu'on n'est pas soignant. On intervient. On fait des formations d'ailleurs pour les accompagnants bénévoles autour de la communication non verbale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communication, par le sourire, par le regard, il se passe plein de choses. Et il faut savoir, ça c'est dans la formation des bénévoles, savoir accepter aussi des situations où ce n'est pas le moment. Qui peut solliciter une équipe mobile de soins palliatifs? Tout le monde en fait peut solliciter une équipe mobile de soins palliatifs, que ce soit un soignant, un médecin traitant, une équipe médicale autre comme l'HAD, l'hôpital à domicile, le SIAD. Ça peut aussi être le patient lui-même, les proches du patient. Tous ceux qui ont connaissance de l'équipe mobile de soins palliatifs pour les personnels, les personnes civiles, on va dire. Et sinon, à l'hôpital, tout le monde peut nous solliciter à partir du moment, mais oui, même le malade. Voilà. Alors, quel type de prise en charge rencontrez-vous le plus souvent et comment intervenez-vous? La prise en charge, c'est individuel. On s'adapte à chaque cas. Quand on reçoit un dossier, on discute entre nous, toute l'équipe, et on fait une première visite. Ça dépend de les symptômes, ça dépend de la situation, peut-être en binôme avec la psychologue, avec moi, les médecins, s'il y a quelques symptômes qui soient pénible pour les patients qui n'est pas bien soulagés. Soins palliatifs, ce n'est pas seulement la phase agonique terminale, quand le patient manque seulement des jours pour mourir. Non, on parle de soins palliatifs précoces, c'est-à-dire quand il n'y a pas de traitement curatif, que la maladie va évoluer, et on peut accompagner les malades, à la famille, dans les chemins. C'est vraiment une prise en charge individuelle et particulière. C'est pas la même chose pour tout le monde. C'est aussi notre travail de savoir nous adapter à chaque personne. On doit apprendre à reconnaître les chemins de chacun. Parce que quand il y a des familles qui sont en colère, c'est difficile. Mais on doit l'aider à cheminer. Vanessa Le Tourneau, vous parliez de confiance tout à l'heure envers les familles. C'est important de gagner cette confiance. En fait, on va au domicile des personnes, on rentre dans leur intimité, dans leurs habitudes aussi de vie. Et c'est important aussi de créer un lien de confiance, qu'on puisse établir un contact pour pouvoir élaborer la relation et qu'ils adhèrent aussi à ce qu'on peut leur proposer. Donc on va à leur rythme. Et on peut leur proposer des choses qui ne leur correspondent pas forcément au moment venu. On leur laisse le temps. Voilà, des fois, le temps qui n'est pas forcément ce que nous, on aimerait pour eux. Mais après, on ne va pas à leur rencontre, c'est eux qui décident. D'accord. À quel moment on sait qu'on peut avoir besoin, qu'on peut avoir recours à un bénévole d'une association? Là, actuellement, en fait, on a une situation où on a quelqu'un qui est assez isolé et qui a peu de ressources pour être entouré. Donc je lui en avais parlé lors de nos premières rencontres. Elle n'avait pas forcément adhéré. Et là, le fait est, au bout de quelques semaines, la solitude étant
plus pesante, on va dire, et la maladie plus progressive. Je lui en ai reparlé cette semaine. Et voilà, j'ai sollicité avec son accord l'association qui va prendre contact avec lui pour proposer des visites. Enfin, après avoir entre eux ce dont ils auront besoin ou ce qui lui sera proposé. Mais voilà, on respecte le rythme du patient et de son entourage. Oui, je peux préciser, de toute façon, dans tous les services où on intervient, c'est toujours en lien avec les soignants. Que propose un bénévole dans l'accompagnement ? Pouvoir lui parler, il va pouvoir écouter, et comme quelqu'un de complètement neutre. L'accompagnant n'est pas quelqu'un qui va venir donner des conseils, qui ne va pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il est là, il est neutre. Et ça, on se rend compte que c'est important, même pour les personnes qui ont des familles, quelquefois. Parce que la personne neutre, quelquefois, elle permet de désamorcer des tensions qu'il y a dans la famille. On trouve souvent ça dans les situations en soins palliatifs. Quelle peut être la durée d'accompagnement en soins palliatifs? Encore une fois, il n'y a pas de règle. Les soins palliatifs, c'est pas que la fin de vie. Donc ça peut durer très longtemps. À partir du moment où la maladie il n'y a plus de traitement curatif, on peut intervenir en amont. Donc on a des patients qu'on a pu garder plusieurs années. 2 ans, en moyenne 2 ans les plus longs, et comme ça peut durer qu'une semaine, si on a été appelé très tard. D'accord. Monsieur Chantrel. Oui, c'est une notion qui est importante parce que souvent le mot soins palliatifs fait peur. C'est-à-dire quand on dit à quelqu'un soins palliatifs, moi je vais mourir tout de suite, alors que non. La définition du soin palliatif, comme vous le disiez, ça peut être plusieurs années. C'est comment finalement, lorsqu'il n'y a plus de curatif, comment avoir la vie la plus confortable possible avec la maladie. En gros, c'est ça. C'est ça. On a des patients qui sont en soins palliatifs, mais qui ont quand même des chimios, qui ont quand même des rayons. C'est des chimios qui vont ralentir la maladie, qui vont diminuer la progression de la maladie, mais pour autant, ils sont encore en traitement pour certains. Voilà. Et il est reconnu en fait que les patients qui sont suivis par les équipes mobiles de soins palliatifs ont une espérance de vie supérieure en fait, parce qu'on prend en charge les symptômes ou on s'aperçoit plus rapidement d'une altération de l'état général, alors que les patients qui ne sont pas suivis par les équipes mobiles, bien souvent ils attendent la consultation qui est des fois que tous les 3 mois. Donc pendant ce temps-là, des fois le patient a le temps de se dégrader un petit peu plus. Voilà. Combien ça coûte pour le patient? Alors nous, les équipes mobiles, on est régis en fait par l'ARS. On est une mission d'intérêt général. Donc l'ARS alloue un budget donc chez nous à l'hôpital, voilà. Et donc après on doit rendre un rapport d'activité, voilà. Et en fonction de ce rapport d'activité, les budgets augmentent de façon à faire progresser justement le suivi des équipes mobiles. Mais pour le patient, cela ne coûte rien du tout. Où peut-on être pris en charge dans sa région ? Alors, on peut être pris en charge donc, dans chaque département. En fait, il y a dans chaque structure des lits identifiés de soins palliatifs. Certains établissements ont regroupé ces lits pour faire une unité de soins palliatifs, notamment donc, sur à Alençon, le site. Les lits sont regroupés sur le site de Mamers. À Caen, vous avez l'unité régionale à Bivennes. Voilà, où il y en a dans chaque département. Une nouvelle unité vient d'ouvrir sur Granville dans la Manche. Et puis voilà, sur le haut normand, vous avez plus les équipes mobiles, tout à fait. Sur l'Orne, on a aussi des lits sur C. Il y a vraiment des lits regroupés dans différentes villes, comme dans chaque département, que ce soit la haute ou la basse Normandie. Pour les associations, je peux préciser aussi qu'il y a des associations pratiquement dans tous les départements français, qu'ils soient associations de soins palliatifs, mais d'autres organismes tels que Jalmav, interviennent, font à peu près la même chose. Et alors, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole d'une association pour être bénévole, comme la vôtre? Voilà, donc il suffit de contacter l'association. Alors, soit on a plusieurs canaux pour contacter les associations, donc soit dans les hôpitaux, effectivement, mais on a développé une communication auprès du grand public. On participe par exemple à des marchés solidaires, des choses comme ça. Donc les gens viennent discuter. Et on s'est rendu compte ces dernières années que beaucoup de personnes qui intègrent l'association faire l'accompagnement nous ont rencontrés non pas dans les hôpitaux, mais dans la rue. Et ça, c'est important. Et donc pour faire un accompagnement, pour devenir accompagnant bénévole, déjà il faut en avoir la volonté, mais beaucoup de gens ont envie effectivement d'aider, d'aider son prochain, c'est une forme d'aide. Et donc nous proposons, lorsqu'ils nous contactent, nous proposons en général 2 fois par an des formations, 2 types de formations, donc 4 jours de formation, assurés par des professionnels.
Quand vous êtes confronté à des patients qui demandent à mourir, quelle réponse vous pouvez leur apporter? C'est important de savoir comprendre la demande des malades. Parce que ce n'est pas égal. On entend à quelqu'un qui dit « Docteur, laissez-moi, arrête les traitements, laissez-moi mourir ». Que j'arrive à tout au bout, je ne peux pas plus. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance derrière, que le patient n'est pas à l'aise, que peut-être qu'il y a des symptômes pénibles, qu'il n'est pas bien soulagé, et qu'il a une souffrance soit physique, une douleur qui n'est pas bien maîtrisée, ou il y a une souffrance morale, une souffrance psychologique qu'on doit chercher pour voir comment on peut soulager à les malades. Je pense que si on peut donner des confort à les patients s'accrochent à la vie. Je pense que vous avez bien expliqué, mais voilà, si un patient nous demande à mourir, je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière, donc une douleur, une souffrance, voilà, essayer de Parce que comprendre. justement, vous pouvez traiter la douleur et puis souvent, est-ce que des la fois, douleur, la souffrance morale aussi. Est-ce que la demande du patient peut changer? C'est-à-dire qu'au début, il vous demande à mourir et après, ça change? C'est très souvent, en fait, qu'on va avoir des patients qui vont nous dire j'ai envie de mourir, et à partir du moment où on va mettre des choses en place, les demandes elles vont se modifier, le discours du patient va se modifier. Parce qu'en fait, derrière ce j'ai envie de mourir ou je veux mourir, c'était un appel à l'aide, c'était une détresse. Exactement, c'est ça, se cache une autre détresse. Face à la douleur, face à la souffrance. Si je ne veux plus souffrir, c'est en fait ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc votre travail, c'est d'apprendre à décrypter un peu en posant les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'il souhaite vraiment, et ensuite lui apporter une aide d'accompagnement, par exemple avec une association de soins palliatifs, ou alors une aide psychologique, évidemment, comme vous pouvez apporter au quotidien. Un accompagnement psychologique, mais aussi un accompagnement médical, et puis ensuite médicamenteux. Je pense que c'est vraiment le tout ensemble qui va permettre aussi un mieux-être, une meilleure qualité de vie, et finalement d'orienter une fin de vie. Donc d'où l'importance vraiment de travailler ensemble, de façon à pouvoir apporter du soutien aux patients, mais de tous les côtés. Une question qui demande s'il y a aussi des soins palliatifs pour les enfants, et si dans ce cas c'est le même type d'accompagnement. Les soins palliatifs pour les enfants? Oui, alors oui, il existe, donc il y a des services spécialisés hospitaliers pour la pédiatrie, en fait, pour les enfants. Et il y a aussi des équipes mobiles pédiatriques, donc l'équipe ressources qui est située à Caen. Nous, ça nous arrive aussi de suivre des enfants, et on se fait aider également de l'équipe de Caen. Voilà. D'accord. Christine, est-ce qu'on a d'autres questions? Tous les établissements hospitaliers ont-ils les moyens de mettre en place des soins palliatifs? Oui. Effectivement, en fait, c'est dans la loi chaque établissement doit disposer de lits identifiés de soins palliatifs. Après, ils les répartissent par contre comme bon leur semble, mais ils doivent avoir des lits identifiés de soins palliatifs, et le soin palliatif reste une prise en charge comme une autre. D'accord. Christine, encore une autre question? Combien de temps s'écoule-t-il entre le moment où on vous sollicite pour intervenir et le moment où vous pouvez concrètement intervenir? Tout dépend de l'urgence, en fait. Si c'est, voilà, on s'adapte à l'urgence, quitte à déplacer des visites que l'on a déjà prévues, qui peuvent attendre une journée de plus. Voilà. Oui, donc si c'est moins urgent, on déplace à 3-4 jours ou dans la semaine. Ça reste... Nous arrivons au temps de la conclusion. Donc, je vous remercie de votre participation et je vous remercie pour les échanges riches que nous avons eus. Je remercie en particulier nos 4 invités qui nous ont donné un regard plus positif sur les soins palliatifs. Merci à Geneviève d'avoir co-animé l'émission avec moi. Et merci puis, à toi. Bonne soirée à tout le monde. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.